Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne directe, votre fenêtre sur les grands événements qui touchent la scène égyptienne dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, l'un des axes principaux de cette édition, c'est bien sûr la femme égyptienne qui représente toujours la première ligne de défense nationale. C'est pourquoi tout au long de l'histoire de l'Égypte, que ce soit ancienne ou moderne, on trouve que l'État égyptien s'intéresse à la femme égyptienne, notamment avec plus de précision sous la présidence du Abdel Fattah el-Sisi. On trouve que la femme égyptienne prend de plus en plus une sorte de priorité, bien sûr, aux yeux de l'État ou au sein de l'État égyptien. Justement, je dois vous rappeler que ces jours-ci, on célèbre, on commémore bien sûr le 47e anniversaire de la victoire d'octobre, de la victoire de la nation égyptienne sur les occupants israéliens. Justement, la femme égyptienne, comme je viens de vous annoncer il y a quelques instants, représente toujours la première ligne de défense nationale contre tout occupant, contre toute crise, et même c'est presque, si je peux dire, l'initiatrice de tout développement. Donc c'est ce qu'on va savoir à travers, bien sûr, les explications de l'une de nos invités durant les prochaines minutes, et ce, bien sûr, à travers ce qui a été prononcé par le président égyptien Fattah el-Sisi jeudi dernier, bien sûr, à l'ONU, à travers visioconférence, au cours de la célébration de la déclaration de la femme. Donc l'autonomisation de la femme serait bien sûr l'une de nos grandes lignes de cette édition. Mais justement, nous devons tout de suite passer à une réunion, une rencontre tout à fait intéressante entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue kenyan ici au Caire. Avec plus de précision, le chef de l'État égyptien Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier au palais présidentiel de l'Etihadiyya le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, en présence du chef de la diplomatie égyptienne Sameh Shoukry et du chef des services de renseignement général Abbas Kamel. Le chef de l'État a notamment mis l'accent sur les relations historiques étroites et la coopération entre les deux pays ainsi que l'accord Condors, de leur vision vis-à-vis de nombreux dossiers. Le président Sisi a affirmé l'intérêt de l'Égypte à renforcer les relations de coopération stratégique avec le Kenya sur tous les plans. Et Sisi a également félicité le président Kenyatta pour l'élection de son pays pour occuper un siège non permanent au Conseil de sécurité durant la période 2021-2022, exprimant la pleine confiance de l'Égypte en la capacité du Kenya à représenter le continent africain de la façon la plus idéale et qu'il sera une voix défendant les causes de l'Afrique au sein des Nations Unies. Au niveau des relations bilatérales, le président a affirmé présenter les expériences de l'Égypte dans le domaine du développement, notamment dans les secteurs d'infrastructure, de logement, des services et des routes via les entreprises égyptiennes spécialisées qui possèdent désormais une large expérience dans ces domaines. Le président kenyan s'est pour sa part félicité de relations historiques étendues avec l'Égypte, confiant l'engagement du Kenya à développer la coopération bilatérale avec l'Égypte. Et Kenyatta a également salué le rôle axial que joue et qu'assume l'Égypte sur le niveau régional pour assurer la paix et la sécurité, louant ainsi à cet effet les positions égyptiennes visant la stabilité dans la Corne africaine et l'Est de l'Afrique. L'entretien a également porté sur les évolutions régionales d'intérêt commun, notamment ce qui concerne le barrage de la Renaissance. C'est à cet effet que le président ici a mis l'accent sur l'importance cruciale qu'accorde l'Égypte au dossier de l'eau, la considérant comme une question de sécurité nationale. C'est alors que l'Égypte s'attache à ses droits hydriques, c'est ce qu'a souligné le président ici cherche ainsi à parvenir à un accord légal qui garantirait des règles claires pour le remplissage et le fonctionnement du barrage, de sorte à réaliser les intérêts communs de toutes les parties. Donc, pour avoir plus d'explications, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale l'ambassadeur Ali Al-Hifni, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, des Affaires africaines, avec plus de précision. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale et bonsoir. Bonsoir. Donc, d'après votre lecture, quelle est l'importance de cette rencontre entre ces deux présidents, kenyans et égyptiens bien sûr,
dans ce timing et quels sont les grands messages qui ont été adressés au monde africain, au monde entier durant cette rencontre? Vous voyez, l'Égypte et le Kenya sont considérés comme parmi les pays les plus importants au sein du continent africain et surtout dans notre région. Je veux dire par là l'Est de l'Afrique, la Corne de l'Afrique et les pays riverains du Nil, de la rivière du Nil. On a constaté, on a même suivi qu'il y avait une nouvelle tradition qui a été établie entre les deux chefs d'État qui se sont échangés des visites. Le président Abdel Fattah al-Sisi il a effectué une visite au Kenya. Le président kenyan il a été reçu à maintes reprises ici au Caire. Il y a les appels téléphoniques entre les deux. Ils se sentent tellement d'accord pour tout ce qui est échange de points de vue, surtout en ce qui concerne tout ce qui est nouveau sur la scène africaine et dans notre région précisément. Alors, de là, c'est tout à fait normal que cet échange de visites, ces appels téléphoniques s'effectuent de façon fréquente entre les deux chefs d'État afin d'échanger leurs points de vue concernant la situation en Afrique, mais surtout dans notre région. Je veux dire par là, c'était un des points principaux, même au centre de l'heure pour parler le problème du barrage de la Renaissance et le problème que les trois pays confrontent à l'heure actuelle. Les négociations ne se poursuivent plus. Ça fait un certain moment, le rôle que l'Union africaine avait essayé de jouer, ça n'aboutit pas à des résultats concrets. On est confronté par une réticence clairvoyante de la part de l'Éthiopie qui émet des réserves pour toute tentative d'aboutir à un accord d'ordre juridique et un accord portant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage. Alors, il a fallu quand même qu'il y ait des rencontres de la sorte, surtout dans la mesure où le Kenya va assumer son rôle en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité à partir du mois de janvier prochain. Mais c'est pas simplement la seule question que les deux chefs d'État avaient abordée, mais il y avait également d'autres questions qui sont hautement placées sur leur agenda, surtout concernant les relations bilatérales et la coopération, surtout dans le domaine de l'infrastructure, le transport et d'autres secteurs qui suscitent l'intérêt du Kenya et où l'Égypte peut apporter son expertise et aider le Kenya à effectuer certains projets
réaliser certains projets. Car en même temps, la stabilité de ces pays de Corne et de l'Afrique, de l'Est de l'Afrique, mène également à l'intérêt de la stabilité, aux intérêts de la sécurité, de la stabilité de l'Égypte elle-même, n'est-ce pas? Tout à fait. Je dois vous remercier, oui, bien sûr, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications très profondes, très utiles de votre part, qui a montré avec plus d'explications les positions égyptiennes vis-à-vis d'un important dossier, notamment le dossier du barrage de la Renaissance. Justement, et très rapidement, chers téléspectateurs, parce que nous sommes toujours dans une course contre la montre, nous devons tout de suite donc passer à un autre sujet. Le sujet principal qu'on a aujourd'hui, c'est la femme, l'autonomisation de la femme. Dans son discours à l'occasion du 25e anniversaire de la déclaration du programme d'action de Pékin sur l'autonomisation de la femme et l'égalité des sexes, le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné que la femme était la moitié de la société. Il faut s'en occuper pour assurer le développement global et garantir la renaissance, la réforme et le progrès de la société. Donc, je dois vous laisser avec les grands messages et grandes déclarations faites par son Excellence le Président Abdel Fattah al-Sisi devant l'ONU via visioconférence. Et justement, après ça, c'est une rencontre tout à fait distinguée avec l'une de nos invités pour décoder, déchiffrer de tels messages. Le président Sisi a confirmé que l'autonomisation des femmes couronnait les efforts mondiaux conjoints déployés au cours de la dernière période pour protéger et promouvoir les droits des femmes et les autonomiser à divers niveaux politiques, économiques et sociaux. Il a ajouté qu'au niveau national, l'Égypte a pu, au cours de la dernière période, prendre des mesures constantes dans le domaine de l'égalité et de l'autonomisation des femmes et a célébré l'année dernière le 100e anniversaire de la participation de la femme égyptienne à la vie publique, affirmant que l'Égypte a été aussi l'un des premiers pays au monde à avoir élaboré une stratégie nationale pour autonomiser les femmes sur les plans politiques, économiques et sociaux, et leur assurer une protection, développer l'infrastructure législative relative à la femme en adoptant un certain nombre de nouvelles législations et en modifiant les législations existantes de manière à garantir la femme l'égalité des chances et à soutenir sa participation active au mouvement sociétal sans discrimination, tout en garantissant une protection contre toutes les formes de violence et de harcèlement. Ces efforts, a souligné le président, ont abouti à de nombreux résultats positifs, notamment l'augmentation à 25% du taux de représentation de la femme au cabinet ministériel et au Parlement égyptien. Les femmes égyptiennes ont accédé à de nombreux postes importants, notamment celui de gouverneur et de conseiller à la sécurité nationale. Le président Al-Sisi a mis l'accent sur le souci de l'Égypte de participer à toutes les initiatives relatives à l'autonomisation de la femme et l'évolution de sa condition, indiquant que l'Égypte accueille actuellement le siège de l'Organisation de la femme arabe, issue de la Ligue arabe et de l'Organisation pour le développement de la femme affiliée à l'OCI, et dont le travail commencera en 2021 et sera concerné par l'évolution du rôle de la femme, son autonomisation et la réalisation de l'égalité des sexes, faisant état de la présidence par l'Égypte de la conférence des femmes ministres à l'OCI tout au long des 2 prochaines années. Le président Al-Sisi a affirmé également l'importance de la participation de la femme aux négociations et à l'établissement de la paix, soulignant que l'Égypte affirmait l'importance de n'épargner aucun effort pour aider à la mise en œuvre de l'agenda de la femme, de la paix et de la sécurité, et avait pris part à la formulation de la stratégie régionale arabe pour la mise à exécution de la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Donc, chers téléspectateurs, on a l'honneur actuellement d'être rejoint par Madame Hoda Yassa, docteur Hoda Yassa. C'est la présidente de l'Union des femmes investisseurs arabes, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Bon, en fait, pour les victoires d'octobre.
Oui, à tout le monde, bonne fête. Merci beaucoup. On veut dire quelque chose à côté de l'Union des femmes investisseurs arabes et aussi, je spécialise le comité des hommes d'affaires aussi. Le comité des hommes d'affaires, parce que les hommes, vous ne devez pas mettre les hommes en colère. Oui, c'est ça, exactement. Mais justement, d'après les messages présidentiels, au cours de son allocution prononcée à l'occasion du 25e anniversaire de la déclaration du programme d'action de Pékin sur l'autonomisation de la femme et l'égalité des sexes, le président a souligné que la femme est la moitié de la société. C'est tout à fait vrai. Oui, c'est le premier message. Je réponds à ce message que vraiment on était très heureuse d'entendre ça. C'est une vérité et une réalité. La femme est la moitié de la société, de l'association du monde. Et en même temps, elle est celle qui influence le plus sur l'autre moitié. Alors, qu'est-ce que c'est que la femme? Elle est la moitié, elle est l'influençante sur la seconde moitié. C'est elle qui représente la joie et le bonheur ou même le malheur? Non, jamais. La femme, c'est le pouce pour le développement. Ouais. C'est la femme qui éduque ses enfants pour le bien de son pays. C'est la femme qui fait le support à son mari. C'est la femme qui travaille dans les sociétés et dans les compagnies pour vraiment donner l'œil de détail. Oui. Justement, le président a dit que c'est pourquoi il faut s'occuper de la femme pour assurer le développement global et garantir la renaissance, la réforme et le progrès de la société. C'est l'autre deuxième message, ou l'autre message. Oui, c'est sûr, étant donné que dans un pays où il y a vraiment, où la femme a tous les droits, à ce moment-là, on peut voir vraiment le développement continu. Pas un développement soudainement qui arrive, mais c'est toujours un développement continu. Là où on trouve la femme dans des grandes sociétés, dans les ministères, partout, vous voyez une grande différence d'achever ou bien de réaliser des projets et des programmes. Oui. Le chef de l'État a souligné qu'au niveau national, l'Égypte a pu, au cours de la dernière période, prendre des mesures constantes dans le domaine de l'égalité et l'autonomisation des femmes et a célébré l'année dernière le 100e anniversaire de la participation de la femme égyptienne à la vie politique. On est très fiers de dire que notre président et l'Égypte a été parmi les premiers pays qui ont souligné et qui ont donné le pouvoir de l'égalisation et le pouvoir à la femme et de mettre cette stratégie. La stratégie du développement de la femme et son égalité, notre président et l'Égypte a été un des premiers pays au monde qui ont donné ça à la femme. Oui, et pour accomplir votre commentaire, l'un de ces messages, c'était que, d'après le président, l'Égypte était aussi l'un des premiers pays au monde à avoir élaboré une stratégie nationale pour autonomiser les femmes sur le plan politique, économique, social et leur assurer une protection. C'est tout à fait vrai, c'est ce que exactement de quoi je parlais, que vraiment d'avoir cette stratégie, ça n'a pas seulement changé dans ce qui se passe sur terre et réel, mais aussi dans la vision des hommes vis-à-vis de la femme en Égypte. Ça a beaucoup changé. Étant donné quand ils ont vu vraiment comment notre président a donné cette valeur à la femme dans la société et dans la société exactement, à ce moment-là, ça a beaucoup changé leur vision vis-à-vis de nous, énormément. Et moi, je peux dire ça, c'est très clair sur les niveaux de femmes d'affaires, de femmes investisseurs, des femmes qui travaillent dans l'industrie. Non, on sent ça très remarquable. Comment? Très remarquablement. Par exemple, maintenant, dans les associations d'investissement dans les régions industrielles en Égypte, maintenant, ils donnent beaucoup de support. Par exemple, le 10 de Ramadan, ils nous ont mis tout de suite comme... on n'a pas passé par des élections, mais on a été tout de suite nominés. On est rentré dans le comité présidentiel de la zone de 10 de Ramadan. C'est une discrimination positive? Non, c'est pas c'est un support, parce que vraiment, la culture, encore jusqu'à aujourd'hui, vraiment, on a beaucoup de support par notre président. Il fait un effort extraordinaire pour changer la mentalité et la vision vis-à-vis de la femme qui travaille. Mais la femme dans l'industrie, c'est pas facile. Entre les usines, les ouvriers, tout ça, c'est pas toujours assez facile d'élaborer ce genre de travail. Alors, avec ce support qu'on a eu, nous, on a commencé à sentir que les hommes d'affaires ont commencé à comprendre et voir et souligner l'importance de la femme entre eux. Oui. Justement, le président a dit un autre message, ou a lancé un autre message en ce qui concerne qu'est-ce que se passe à l'intérieur de l'Égypte dans l'autonomisation de la femme. Justement, d'après lui, on a développé l'infrastructure législative
relatives à la femme en adoptant un certain nombre de nouvelles législations. 25% de la femme maintenant dans le... Et en modifiant les législations existantes de manière à garantir à la femme l'égalité des chances et à soutenir sa participation active au mouvement sociétal sans aucune discrimination. Exactement, c'est ce qui se passe. Avant ça, c'est une discrimination contre nous. Maintenant, quand on a ce support, certaines personnes qui ne sont pas très cultivées, ils disent « Ah, c'est une discrimination ». Non, jamais de la vie. C'est un support. Non, là où on a ce c'est une droit. discrimination positive. Ni positive, c'est pas discrimination du tout. C'est un support positif pour toute l'Égypte, pas seulement pour la femme. Quand on voit la femme qui travaille, combien de pourcentage de femmes on a en Égypte? Vous savez combien est le pourcentage de la femme en Égypte? Combien il est? Presque entre 50 et 60, quelque chose Exactement, c'est 52%. Alors si on a 52% qui ne travaillent pas, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qui peut se passer dans le pays. Mais quand on leur support à ces 52% qui sont aussi influençables sur leurs enfants, sur les jeunes, sur leur mari, sur leur entourage, vous pouvez vous imaginer l'importance du rôle de la femme. Alors le support que le président nous a donné nous a aidé beaucoup à aider dans le développement continuel sur le niveau industriel, intellectuel, agriculture, sur tous les niveaux. On regarde maintenant la femme d'une autre façon et tout le monde essaye de collaborer, même si c'est en rigolant, on dit « Ah, maintenant vous avez beaucoup de support, c'est très bien. Venez avec nous pour que vous ayez le même support qu'on a. » Et je vois que de nos jours, on peut voir l'économie comment ça s'est développé en Égypte. On peut voir nos ministres, les femmes ministres qu'on a en Égypte. Et même les petites et moyennes entreprises. Tout à fait. Oui, la plupart des femmes, c'est eux qui règlent tout de suite. Ils n'ont jamais de retard dans les petits paiements pour retourner vers les banques qui prennent ces petits dons, comme on dit. Des emprunts qu'ils prennent des banques ou bien du... Alors ça a fait beaucoup. Et même si on demande à ces banques, on trouve que 95% des femmes remettent l'argent. Par contre, l'autre côté est tout à fait différent. Je ne veux pas discrimination. Mais il y a toujours au niveau de la législation, on trouve que l'Égypte, l'État égyptien, garantit une protection contre toutes les formes de violence et toutes les formes d'harcèlement. Ça, c'est très important. On devait l'avoir depuis longtemps. C'est vieux. C'est jamais trop tard pour bien faire, ce que je peux dire. Ça, il fallait qu'on l'ait depuis longtemps. Vous avez vu, avant notre président, de quoi les femmes ont souffert. Qu'est-ce qui se passait dans les rues, hein? C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Même dans le travail, comment ils avaient malheureusement, les présidents de société, quand c'était des hommes avec leurs secrétaires, comment ces filles-là souffraient, comment elles avaient des problèmes, comment elles étaient obligées de démissionner, même pas seulement pas des propriétaires, mais certains directeurs. Mais non, bien tout le monde, ils ont peur, ils savent qu'il y a une loi qui va les empêcher à faire ça. Alors je pense que vraiment, c'est jamais trop tard pour bien faire. Notre président a très bien fait. Et on avait besoin de ça peut-être de 20 à 40 ans passés. Mais c'est très bien, maintenant, non, ils font beaucoup attention. Même dans la rue, c'est-à-dire, on a senti le changement. On a senti même dans la rue. Le changement concret. Concret, sur terre. Pas seulement des grandes paroles ou bien des grands discours, non. Sur terre, je vois les petites jeunes filles qui marchent, c'est plus comme avant. C'est plus avant ça, comment on courait derrière eux, comment on les embêtait dans la rue. Maintenant, ils ont peur. Ils disent « Ah, taharouch ». Ils ont peur. Ils ne peuvent plus faire ça. Ça a beaucoup changé. C'est grâce à la concrétisation, exactement, la matérialisation des lois. Des lois que notre président a mis, oui, c'est ça. La concrétisation sur terre, exactement ce qui se passe, pas seulement des lois qui ne s'appliquent pas. Oui. Le président a également souligné que ces efforts ont abouti à de nombreux résultats positifs, notamment l'augmentation à 25% du taux de représentation de la femme au cabinet ministériel au Parlement égyptien. Le commentaire tout de suite. C'est ça que je voulais dire depuis le début. J'étais très excitée pour le dire. C'est vraiment une fierté d'avoir un 25% aujourd'hui du Parlement de femmes. Là, on va voir un Parlement extraordinaire. Je pense que vraiment, c'est une grande force et une grande chance. Et que les femmes qui sont rentrées au Parlement, j'espère que vraiment, ils vont jouer un rôle très actif et qui va prouver le pouvoir et la puissance et la façon de voir et d'agir de la femme égyptienne. Oui. En fait, la femme égyptienne, tout au long de l'histoire de l'Égypte, joue un rôle
axial, primordial, non seulement dans les temps de développement, mais aussi dans le temps des guerres, dans les temps des crises. Justement, un reportage pour savoir comment même la femme égyptienne a essayé de soutenir le peuple égyptien, sa famille, les forces armées égyptiennes pendant, bien sûr, la restructuration de l'armée égyptienne et la restructuration de l'Égypte tout entière pour arriver à réaliser les victoires du 6 octobre de 1973. L'Égypte célèbre ces jours-ci le 47e anniversaire de la glorieuse victoire d'octobre. Des messages de vœux ont été adressés au président Abdel Fattah el-Sisi pour cette occasion, qui demeurera une source de fierté pour le peuple égyptien. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présenté ses vœux au président el-Sisi et au ministre de la Défense et de la Production militaire, le commandant général des forces armées, le général Mohamed Zaki. Il a exprimé ses sincères vœux à tous les braves fils des forces armées qui ont présenté leurs âmes pour la défense de la patrie. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a adressé également ses félicitations au président de la République, louant les sacrifices consentis par les forces armées pour la défense de la patrie. Des célébrations se déroulaient partout à travers le pays, depuis Cheikh Zouaïd au Sinaï jusqu'au Caire et à Alexandrie, en passant par les villes de Haute-Égypte. Les gens brandissaient les drapeaux, arboraient des grands portraits du président el-Sisi. Dans le cadre des célébrations du 47e anniversaire de la victoire, les forces armées ont décidé d'ouvrir les musées militaires tels que le musée El Alamein, le musée de Port Saïd, ainsi que la zone d'exposition ouverte du panorama de la guerre d'octobre et du musée national de la guerre dans la citadelle gratuitement le mardi 6 octobre pour le public, tout en respectant toutes les mesures préventives et de précaution contre le Covid-19. Parallèlement, la femme égyptienne a joué un rôle important dans l'histoire égyptienne. La femme, mère, épouse, sœur et fille qui a offert le fils, le mari et le frère en martyr pour nous garder et garder notre nation toujours et à jamais. La femme a été et demeure un cas unique portant des caractéristiques spéciales et cachant sous sa simplicité des détails empruntés de grandeur. Cette tendresse infinie, réfléchissant chaleur et sécurité, secondée d'une force de volonté et de détermination, en ont fait une icône unique en son genre dans le processus d'action nationale et humanitaire. Les femmes égyptiennes ont joué un rôle prépondérant dans la société égyptienne depuis que les ancêtres ont commencé l'édification de la civilisation humaine. Au fil du temps, la femme a épaulé son mari dans la construction et l'agriculture, a été son havre affectueux dans les crises, le mentor des vertus pour les enfants, la passerelle de la sagesse pour les petits-enfants, ainsi qu'une travailleuse productive contribuant à l'économie nationale et à atteindre la croissance économique souhaitée. Oui, donc c'est la femme égyptienne, c'est l'axe principal de la société égyptienne dans les temps des guerres et dans les temps des crises. Comment vous avez vu depuis le temps même de la civilisation égyptienne, de l'aube de la civilisation égyptienne, en passant justement dans les temps modernes à travers de telles guerres qui a frappé l'Égypte justement en 1967 et comment la femme égyptienne a pu soutenir par tous les moyens son peuple, ses fils, pour arriver à réaliser les victoires du 6 octobre de 1973. On veut dire vraiment, on lève le chapeau bas à la femme égyptienne qui a présenté ses enfants, qui a présenté son mari, et qui a toujours supporté cette souffrance et qui l'a présentée au bon Dieu pour la gloire de son pays. Elle a toujours donné le soutien, elle a toujours donné la force à la famille pour pouvoir vraiment réaliser la paix dans notre pays et récupérer nos terrains. Je pense que vraiment la femme égyptienne était... Elle a présenté... Elle les a présentés à l'armée. Et quand ça s'est passé, elle a perdu ses enfants, comment elle a été courageuse et elle a continué le chemin. Et certaines femmes ont dit, bien, on offre aussi nos autres enfants. Elle a été courageuse, elle a été patriote, elle a aimé l'Égypte vraiment, elle a aimé son pays vraiment.
pas par des paroles, mais un amour réel. C'est ça vraiment. C'est elle qui a même géré sa famille. Sûrement, ça c'est le second parti, c'est le parti économique. Après ça, comment elle a pu gérer la famille? Sûrement pendant les guerres, sûrement pendant toutes les périodes difficiles, la femme a un grand rôle. Parce que directement, ça affecte l'économie. Et la rentrée de la maison, la rentrée de la famille. Comment elle a pu gérer sa famille et s'en sortir de ce problème économique pour la maison, comment pouvoir s'arranger pour pouvoir nourrir ses enfants, les faire étudier et leur donner aussi le support moral. C'est très important, le support moral et psychologique pour supporter de quoi ils passent. Et elle a pu faire ça, elle a bien réussi à passer des étapes très difficiles, mais elle a réussi avec beaucoup de fierté. Pas en étant, comment dirais-je, cassée ou bien fâchée. Non, elle était toujours fière d'elle-même, fière de son pays, fière de ses enfants, fière de son mari. Et elle a géré, elle a supporté, elle a continué le trajet. Et encore une fois, c'est la femme qui supporte toujours, la femme en général, qui supporte toujours les coups amers de la guerre, la perte du mari, des enfants, du frère. C'est pourquoi, ou même d'où provient l'un de ces messages présidentiels qui a été prononcé jeudi dernier. Le président a dit, ou affirmé, l'importance de la participation de la femme aux établissements de la paix, mais aussi aux négociations de la paix. Sûrement. C'est très important le rôle de la femme. C'est pour ça qu'on a le conseiller la conseillère, par exemple, comme la conseillère Faiza Abounaga. Comment elle a un rôle très actif. Tous les conseillers, tous les ministres, tout ça, ils participent dans les discussions internationales qui ont relation à la paix et au développement. Alors, on voit des résultats très positifs pour l'Égypte à ce moment-là. Oui. Encore une fois, qu'est-ce que, en tant qu'une femme active, qu'est-ce que vous attendez un peu plus de la part de la société égyptienne, de la part de l'État égyptien pour l'autonomisation de la femme? Et le message que vous voulez dire même aux femmes quand elles traitent avec les hommes, dans le domaine de travail, dans d'autres domaines, dans la familiale même. On veut dire sur les hommes d'abord qu'ils doivent changer la mentalité masculine. La mentalité masculine dans le jugement sur la femme. Il faut voir la femme comme un être humain. Qu'est-ce qu'elle donne? Quel est son savoir-faire? Quel est son savoir? Quelles sont ses capacités dans son travail? Pas seulement femme ou homme. Ça, c'est pas du tout, je pense, acceptable pour des personnes très développées comme les personnes qu'on a en Égypte, sur le niveau homme d'affaires. D'un côté, et le message que je dis à la femme, on doit toujours travailler en collaboration et s'aider à se développer intellectuellement. C'est pas seulement d'avoir un diplôme ou bien des grands certificats, c'est pas suffisant. Il faut qu'on cherche la culture et comment se développer, comment connaître plus de langues, étudier les langues, étudier tout ce qui est le plus récent dans tout ce qui est électronique, IT, tout ce qui est computer, comme on dit. Tout ça, il faut essayer de se développer et commencer à travailler avec toutes les règles plus modernes pour avoir des places assez importantes dans les sociétés ou dans n'importe quel travail qu'elle a. Et qu'on doit avoir confiance en nous-mêmes et travailler avec la sûreté qu'on est quelqu'un de très important dans la société, étant donné que même le président de ce pays-là nous donne tout ce support. Il faut qu'on en profite. Dans ce temps de coronavirus, c'est la femme égyptienne qui s'inquiète le plus, en fait. C'est pourquoi on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi demande au secteur médical de se préparer pour faire face à une éventuelle deuxième vague de coronavirus, notamment à l'approche de la rentrée scolaire. Je sais que vous-même travaillez dans ce secteur médical. Oui, je travaille dans le secteur, mes usines travaillent dans les détergents, désinfectants pour l'hôpital et tout ça. Mais ce que je veux dire, si on prend les précautions réelles et fortes et strictes, on est tout à fait sauvé. Ici, c'est le rôle de la femme. Comment éduquer ses enfants, comment lancer des messages partout, qu'il faut qu'on prenne les règles et tout ce qui est prévention. Si on prend la prévention, on pourra
passer toutes les coronas qui passent, n'importe quelle maladie. Ça, c'est une chose avec laquelle on doit savoir qu'on doit vivre avec. C'est un virus qui ne va pas disparaître. Comme comment dirais-je, le rhume et les petits froids et tout ça. Ça ne va pas partir. Mais il faut savoir comment agir avec, comment prendre les précautions. Parce que ce n'est pas possible qu'on fasse un second problème à l'économie dans tout le monde entier et qu'on rate des personnes et qu'on fait tout ce qu'ils ont détruit. Non, ce n'est pas acceptable. Il faut que chacun soit responsable de lui-même, que la femme soit responsable de ses enfants, de sa famille, et comment donner les instructions et les choses importantes qu'il faut suivre pour vraiment garder une bonne santé, une santé vraiment qui fait plaisir à notre pays pour donner le support économique en même temps. Oui, très vite, une autre nouvelle, c'est toujours, si je peux dire, en ce qui concerne l'identité nationale, ou comment approfondir l'identité nationale, approfondir même les relations entre les Égyptiens à l'étranger et leur pays natal, c'est-à-dire l'Égypte. La ministre de l'Immigration et des Affaires étrangères, Nabila Makram, a participé lundi par visioconférence à une réunion interactive avec 55 enfants égyptiens de 8 à 12 ans dans le cadre d'un camp dans la Nouvelle-Zélande, et ce dans le cadre de la coopération entre le ministère et la société Wellspring pour approfondir l'identité et le sentiment du patriotisme assez jeune. Comme vous savez, même nous célébrons ces jours-ci la commémoration de l'anniversaire, où nous commémorons même l'anniversaire des victoires du 6 octobre de 1973. Donc, comment vous trouvez de telles tentatives lancées par l'État égyptien? Je trouve vraiment ce qu'elle a fait, notre ministre Nabila Makram, vraiment c'est un grand chapeau qu'il veut le faire, chapeau bas. C'est une femme. Non, pas parce qu'elle est très intelligente. Non. J'essaie cette fois-ci de jeter la lumière sur les femmes actives comme les ministres. Notre ministre, elle est très active, elle est très intelligente et très patriotique. Elle sait comment gagner les jeunes, surtout, ce qui est très difficile. Les jeunes qui ont quitté le pays il y a des années, comment, là où ils sont, on ne veut pas dire quel pays, les autres pays, ils essaient de les attirer vers eux. Mais elle, avec ce qu'elle lance, avec l'effort extraordinaire qu'elle fait dans ses relations, comment elle les attire à venir au pays? Elle parle avec la 4e et 5e génération des fils des Égyptiens à l'étranger. C'est ça l'important, parce que c'est ça que là où ils ont commencé à perdre cette relation avec nous. Personne n'a jamais pensé avant ça de les attirer vers le pays, de les faire penser à venir, et, par exemple, investir même en Égypte, à comment créer des relations bilatérales avec nous. Ça, c'est un effort extraordinaire qui ne s'est jamais passé avant ça. Vraiment, la ministre Nabila Makram, c'est, comment dirais-je, c'est un idéal. Nous avons des femmes, un exemple, un exemple exactement. Nous avons donc des femmes égyptiennes qui, bien sûr, occupent de grands postes clés principaux. Et la ministre de la Santé, la même chose. Oui. Donc, c'était la ministre de la Santé, la ministre de l'Immigration et des Affaires égyptiennes à l'étranger. Cette fois-ci, c'est la ministre Nivine Guema, la ministre du Commerce et de l'Industrie. C'est notre prochaine nouvelle. Nous travaillons à travers un système intégré pour établir des complexes industriels avancés pour les petites et moyennes entreprises, et ce, dans le cadre de l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi pour l'embauche des jeunes. Madame la ministre a fait état des préparatifs pour le lancement de 1755 unités industrielles dans 7 complexes industriels dans 7 gouvernorats, et ce dans le cadre de l'initiative du président sur l'établissement des complexes industriels à services intégrés pour les PME. Donc, votre commentaire. Et le petit et moyennes entreprises. Ah oui. Je veux dire, notre ministre Nivine Guema, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je ne peux rien dire. Toujours, je dis, depuis qu'elle était... Avant ça, on disait qu'elle devrait être la ministre de l'Industrie. C'est quelqu'un qui prend des décisions immédiates. Moi, étant donné que je travaille dans l'industrie, on a fait plusieurs relations avec elle, plusieurs réunions. Elle était vraiment extraordinaire. Elle prend des décisions immédiates. Elle prend et elle aide, elle donne beaucoup de support aux petits et moyens entreprises, ce qui est très important. Parce que si on va voir les économies qui nous ont dépassées, comme par exemple le Japon, ça s'est basé sur les petits et les moyennes entreprises, là où notre ministre Nivine Guema donne beaucoup de support là-dessus.
Et elle aide beaucoup la femme. Oui. Vraiment. Oui. Elle nous a beaucoup aidé. Je parle de ça. Les petites et moyennes entreprises, beaucoup PME. Pour la femme. Oui, touchent beaucoup les jeunes, mais aussi et les femmes. Oui. Notamment les femmes. Exactement. Oui, et c'est ça l'autonomisation de la femme, parce que la femme, même chez elle, peuvent être productives, peuvent même assumer le coût de sa famille. Oui, c'est l'un des moyens que présente bien sûr l'État égyptien afin de soutenir la femme égyptienne. Exactement. Et je vois que notre ministre Nivine Gamer, elle fait beaucoup de support aux femmes et aux petits projets. Et à la femme dans l'industrie en général aussi. Moi, personnellement, quand on a eu des réunions avec elle, j'ai trouvé comment elle nous a donné... Premièrement, elle nous a laissé parler les premières, alors c'était très important. Elle nous a donné beaucoup d'assurance, beaucoup de support. Et en même temps, elle a demandé que les grandes entreprises doivent faire travailler des petites entreprises autour. Comme ça sera une collaboration mutuelle qui va donner bénéfice. Intégré. Il est tout à fait petit. Par exemple, si quelqu'un a une usine de détergent, bien pourquoi pas ne pas avoir une petite usine de carton, de papier, d'imprimerie, tout autour, et d'assurer la vente. Parce que les ventes sont très importantes. Vous pouvez avoir une usine extraordinaire, mais vous n'avez pas le marché. Le marketing. Vous devez avoir le marché. Mais s'il y a cette intégration, à ce moment-là, elle assure à ces petits projets qu'ils ont déjà le travail vendu. Et sur notre côté, à nous, comme femmes investisseurs arabes pour l'Union et les femmes d'affaires pour le développement en Égypte, elle nous a demandé que très important de collaborer pour faire présenter les produits de ces petites entreprises dans les grands événements et surtout dans le grand événement qu'on fait le 2 novembre. Oui, très rapidement, l'Égypte, la Jordanie et l'Irak ont convenu de prendre des mesures concrètes pour promouvoir leur coopération économique. C'est une réunion par visioconférence qui a groupé dimanche, hier, c'est-à-dire les ministres de l'Industrie et du Commerce des 3 pays afin de faire le suivi des conclusions issues du sommet. Ils ont uni leur président le 25 août à Amman. Les 3 ministres ont réitéré l'importance d'élaborer prestement les plans nécessaires au renforcement de leur coopération dans tous les domaines en vue de réaliser une complémentarité stratégique, notamment sur les volets économiques, commerciaux et les investissements, afin même de donner corps au sujet examiné lors du 10 sommet par le biais de projets dans l'intérêt des 3 pays. Et donc, cette coopération entre ces 3 pays arabes, qu'est-ce que représente ça pour vous? Pour moi, ça représente gagnant-gagnant. 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 Nous, on a beaucoup d'industries très développées et on ne peut pas nier qu'aussi dans leur pays, ils ont aussi d'autres industries assez développées. On peut s'échanger les produits. On peut aussi, par notre entremise, ces pays peuvent rentrer dans les pays africains facilement. Et pour nous, par leur entremise, on peut rentrer dans d'autres pays qui sont bord à bord avec eux. Là, on pourra développer des relations économiques très fortes. Et l'économie, c'est elle qui... D'abord est là, ensuite la politique. Il me reste presque 3 ou 5 minutes, quelque chose comme ça. Donc très rapidement, je dois présenter ce reportage sur l'Égypte qui a dévoilé 59 sarcophages intacts des débuts d'une grande découverte. Excellent. Ce n'est pas la fin de la découverte. Je considère que c'est le début d'une grande découverte, a indiqué le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El-Anani. Les sarcophages avaient été ensevelis il y a plus de 2500 ans et d'autres puits restent à explorer, ont annoncé des archéologues. Près de 60 sarcophages en parfait état de conservation ont été découverts dans la nécropole de Saqqara, au sud du Caire, où ils avaient été ensevelis il y a plus de 2500 ans et d'autres puits restent à explorer, ont annoncé samedi des archéologues. Il y a près de 3 semaines, nous avons trouvé 13 sarcophages scellés et intacts et la semaine suivante, nous en avons trouvé 14 supplémentaires, a indiqué Dr El-Anani. Nous annonçons aujourd'hui que 59 sarcophages ont été retirés du puits, a-t-il révélé sur les lieux de la découverte réalisée à proximité de la célèbre pyramide à degrés de Djéser, construite il y a 4700 ans et première de l'ère pharaonique. Précisant que les sarcophages de bois dataient probablement de la 26e dynastie de l'Égypte ancienne autour des 6e et 7e siècles avant Jésus-Christ. Les sarcophages, couverts de dessins complexes aux couleurs vives ainsi que de hiéroglyphes, doivent être transportés au Grand
musée égyptien, dont l'inauguration prévue fin 2020 a été reportée à l'année suivante. Dr El-Anani a souligné que les fouilles menées à Saqqara ont également mis au jour ces dernières années de nombreux animaux momifiés, serpents, oiseaux et scarabées. Le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO abrite en effet la nécropole de la capitale de l'Égypte ancienne, Memphis. Et selon lui, ce n'est qu'un début car il reste un nombre inconnu de sarcophages dans d'autres puits. Ce n'est pas la fin de la découverte, je considère que c'est le début d'une grande découverte, a-t-il lancé, précisant que les sarcophages de bois dataient probablement de la 26e dynastie de l'Égypte ancienne. Les sarcophages couverts de dessins complexes aux couleurs vives ainsi que de hiéroglyphes doivent être transportés au grand musée égyptien. Donc, à côté de cette découverte très importante, on trouve que la France commence à partir de ce mois d'octobre en cours ses voyages touristiques en Égypte, bien sûr, ou notamment dans la mer Rouge, le gouvernorat de la mer Rouge. Donc, comment vous avez trouvé très rapidement l'importance de tel événement, cette découverte et bien sûr la reprise du tourisme français en Égypte? Le tourisme en général est très important pour l'économie parce qu'autour du tourisme, il travaille plus que 360 industries qui servent le tourisme. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est une des raisons que l'Union des femmes investisseurs arabes ont fait un grand événement là qui est basé sur le tourisme à Galela, à Suez, pour attirer beaucoup d'investisseurs et beaucoup de personnes qui vont venir, comment dirais-je, un tourisme de conférence à Galela et à la Ligue arabe du 2 au 5 novembre. Le tourisme, c'est ça, comment dire, c'est le sang qui marche dans les veines de chaque pays. Ça fait le développement continuel. Je dois vous remercier infiniment. Merci à vous. Comme d'habitude, de bons commentaires de votre part. Et vous parlez d'une manière tout à fait franche. C'est pourquoi... Oui, je dois vous remercier encore une fois, Dr Roda Yassa, présidente de l'Union des investisseurs femmes arabes, qui a nous parlé un peu plus du rôle de la femme égyptienne ces jours-ci. Merci, mesdames et messieurs. Donc, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et bon suite de nos programmes sur l'antenne internationale. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part.